C'est parti. Eh ben, bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux pour cette conférence dans laquelle on va parler de multi-Kubernetes et de multi-régions. Donc on va commencer par se présenter. Je suis Nicolas Lavacry, architecte à la Casdin Banque Populaire. Donc c'est la banque des agents de la fonction publique et on fait partie du groupe BPCE. Et moi, je suis Aurélien Moreau et je suis Head of DevOps à Takima. Et je suis consultant aussi à la Casdin dans la même équipe que Nico, dans l'équipe d'architecture. Et donc à la Casdin, on s'est dit qu'on allait faire du cube, un peu comme tout le monde. Mais les raisons ne sont pas le sujet de ce talk. Et ça tombe bien, Aurèle en avait fait un petit peu avant de nous rejoindre. J'en avais fait un petit peu et du coup, on a commencé par une petite refonte de la CI et à un moment donné, ça marchait bien. Et on s'est dit qu'on allait aller en production avec. Et donc, ce qu'on va vous présenter, c'est un petit peu toutes les architectures qu'on a mis en place pour aller en production, toutes les questions qu'on s'est posées. Et donc, on va tout vous dévoiler, tous les secrets de la Casdin, notre architecture. Je t'arrête tout de suite, Aurèle, on va pas aborder ce sujet, parce que c'est une banque, on va éviter de déployer notre infra, de dévoiler toute notre infra. Ah ouais, du coup, qu'est-ce qu'on fait là, Nico? Les gens, je crois, ils sont venus pour ça. Je pense qu'on peut leur parler de notre projet perso. Ah, tu crois qu'ils sont prêts là, je pense, ouais. au niveau du projet? Ok. Ok, on va pas parler trop de la Casdin, du coup on va plutôt parler de notre projet perso qui s'appelle la Casdal. Et à la Casdal, alors on n'est pas dans le banquet, on est plutôt dans le sandwich. Voilà, le très bon sandwich. Mieux qu'au DevOps, tu veux dire? Voilà, et donc l'infra pourra ressembler en partie, parce qu'on a des secrets à garder comme les sauces, etc. Ah, les sauces sont secrètes. Donc on va se représenter. Donc moi je suis Nicolas Lavacry, cofondateur de la Casdal. Et je suis Aurélien Moreau, cofondateur avec Nico de la Casdal. Voilà, et donc on va faire un petit disclaimer, c'est que le sujet de la conf, ça va s'adresser à des gens qui ont des bases en Kubernetes, donc si vous ne le sentez pas, vous pouvez encore sortir. Et sinon, on va rester assez simple. Mais on essaye quand même d'être pédagogue sur ces sujets-là. Donc on va commencer, en parlant de pédagogie, de définir ce que c'est une région. Donc une région, c'est une zone géographique, donc c'est assez simple quand c'est tout seul. La complexité peut arriver quand on va en avoir plusieurs, donc on va avoir des problèmes de latence, entre autres. Et si on zoome dans une région, on va avoir plusieurs on va dire AZ, voilà. Pour la suite de la suite, donc on va avoir différentes AZ dans une région. Donc à Paris, on en a 3, et on peut apparenter ça à des data centers isolés. Et donc pourquoi je vais avoir besoin de plusieurs régions, Aurèle ? Eh bien, pour plusieurs raisons. On va avoir besoin de plusieurs régions. Alors, on va en lister quelques-unes. On peut avoir besoin pour la latence, dont parlait Nico, être au plus proche de nos utilisateurs. Pour la tolérance à la panne aussi, par exemple. Le disaster recovery, les upgrades, les problèmes de compliance. La data, on en parle beaucoup quand on a besoin de mettre la data dans plein de régions. Ok, mais comment je sais ce qui est important pour moi là comment on va savoir ce qui est important là-dedans? En fait, on va prendre les points un par un. Et si on prend par exemple la tolérance à la panne, on va se poser la question, ok, qu'est-ce qu'on doit faire? Prenons un exemple, par exemple, vous avez un service A qui a un SLO à 99%, et vous allez vous dire, ok, est-ce que 99% de service level objectif, est-ce que c'est ok pour vous? 99% de dispo. Et en fait, quand on zoome, on se dit que 99% de dispo, c'est quand même 3,65 jours d'indispo par an. Et ça, est-ce que c'est OK pour vous? Si c'est pas OK pour vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez redonder ce service. Et pour redonder ce service, vous allez par exemple en mettre 2. Et la magie des mathématiques, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que ce service qui est disponible à 99%, il passe à 99,99%. Et ça correspond à quoi? À 48 minutes d'indispo par an. Et ça, on peut se dire que c'est beaucoup mieux. Ok, donc par rapport à tout ce que tu me dis, Aurèle, moi j'estime pour la Casdal qu'on va éventuellement, il va falloir traiter la latence, parce qu'on a un supermarché en Californie qui va s'ouvrir. Il va falloir qu'on soit tolérant à la panne. Ouais. Et au niveau des upgrades maintenance de l'infra, comme c'est toi qui vas les faire, je pense qu'il va falloir aussi traiter le disaster recovery. Oui, merci Nico. Ça s'appelle du chaos engineering, Nico. On fera peut-être une conf là-dessus un jour, mais c'est comme ça qu'on appelle ça. Ok, donc on sait qu'il nous faut du multi-région, mais pourquoi il nous faudrait du multi-cluster? Parce que si je reprends, on a l'habitude, on va déployer notre cluster cube dans une région sur les différentes AZ. On ne pourrait pas faire quelque chose de ce genre-là? Notre cluster qui serait sur plusieurs régions? Alors on pourrait faire quelque chose de ce genre-là. Non, en fait on ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que Kubernetes tout simplement c'est pas fait pour faire du multi-région. Il n'aime pas trop la latence du fait notamment de sa base de données etcd. Et donc c'est pas conçu pour ça. Et d'ailleurs les cloud providers ils vous le proposent pas. Les Kube as a service, pas trop de multi-région.
Et en plus, il y a d'autres raisons. Un crash cube, ça peut arriver. Rappelez-vous, les SLO, c'est pas multi-cloud friendly. Et vous pouvez aussi avoir des contraintes de sécurité. C'est-à-dire qu'on va vouloir mettre des Kubernetes dans des zones réseau un peu différentes, DMZ, etc. Donc, on va faire plusieurs régions. Ouais. Et donc, moi, je prépare un schéma d'archi pour tout le monde. Donc, on va avoir 2 régions, une bleue et une verte, un peu comme nous. Et donc, 2 clusters cubes qui seront déployés comme ça. Donc, nous, c'est notre besoin pour la case dalle. Donc, on a un workload moyen, un besoin de haute dispo. Donc, on est plutôt sur du middle scale. Après, si vous n'avez pas besoin de haute dispo ou vous avez peu de workload, vous n'avez peut-être même pas besoin de cube. Et si vous avez des centaines de clusters à déployer, il va falloir vous pencher sur des solutions dédiées pour l'hyperscale avec des contrôleurs pour les multi-clusters. Et du coup, on va faire quoi aujourd'hui, Aurel ? Qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, on va faire tous ensemble du multi-région, du multi-cluster. Et donc, on va essayer de déployer à la fois notre infrastructure et nos applicatifs sur 2 régions différentes dans des Kubernetes. On va aussi voir en fait ce qu'on appelle la publication, les échanges nord-sud, comment un utilisateur accède à notre applicatif. Et ce qu'on va faire aussi, c'est se poser la question auquel les services entre eux aussi, dans plusieurs régions, ils vont vouloir communiquer entre eux. Et donc, on va parler des échanges est-ouest. Et en fait, la vraie question aussi qu'on va aborder, c'est la question de la data. Et la data, comment ça va fonctionner en multi-région. Okay. Vaste programme. Et moi, je vais te donner des objectifs aussi, parce que je suis un peu là pour ça. La machine à contraintes. Qu'on soit le plus agnostique possible, qu'on soit potentiellement multi-cloud et potentiellement hybride, histoire de ne pas se mettre de barrières. Et donc, si on a des choses à retenir, c'est surtout au niveau des régions. Donc, quand on va avoir plusieurs régions, on va avoir des contraintes de latence. Un cluster Kubernetes, il se déploie dans une région, pas dans plusieurs. Et le besoin de multi-cluster, multi-région, ça va dépendre de vos enjeux. Et c'est pas fait pour tout le monde. Ok, on va aussi voir les échanges nord-sud, un petit peu comment on gère notre publication, et les échanges est-ouest, comment est-ce qu'on fait communiquer des services entre les régions. Ok, donc notre premier challenge, ça va être le déploiement du multi-cluster. Donc voilà ce qu'on aimerait. Donc un cluster à Paris, un cluster en Californie, avec une application déployée sur les 2 clusters, avec des configurations éventuellement différentes. Donc comment on pourrait faire ça ? Ce qu'on pourrait faire, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir la CNCF. Et ce qu'ils faisaient, la communauté CNCF. Et en fait, Kubernetes, comment ils sont organisés ? Ils sont organisés avec des SIG, des Special Interest Group. Et des SIG, il y en a plein. Il y a le cluster API, par exemple, il y a une SIG. Il y a une SIG pour le scheduler, il y a une SIG pour le network. Il y a une SIG aussi pour la documentation, par exemple. Et nous, ce qui nous a intéressé, c'est la SIG multicluster, la SIG MC. Et on a été voir leurs travaux. Et leurs travaux, la SIG multicluster, ils ont commencé à parler de cluster fédération, avec un produit qu'ils ont appelé KubeFed. Bon, KubeFed, comment ça fonctionne ? On a un cluster fédéré qui va avoir des enfants, des clusters, un cluster central qui va avoir des clusters fédérés, et on va déployer nos ressources sur ce cluster central, et ça va permettre de déployer sur l'ensemble de nos clusters. Donc ça pourrait nous correspondre, Nico, non ? Alors oui et non, parce que KubeFed, il y a une première version qui est sortie qui était un peu trop rigide. Du coup, ils ont fait une V2, mais ils ont fait une V2 qui était un peu trop, qui modifiait trop l'API de Kubernetes, et du coup, elle est en proposition d'archivage. Et donc KubeFed is dead. Ah, dommage. Donc tu aurais autre chose ? On aurait bien autre chose. Alors, on dit que c'est dead, mais en fait, ils continuent de travailler cette SIG multicluster, notamment autour du concept d'inventory cluster. Mais pour vous dire un petit peu le niveau de maturité, le mois dernier, il y avait un sondage pour savoir si ce nom-là, il est bien ou pas. Donc, on en est à peu près là. Moi, j'ai voté pour rester là-dessus, mais allez voter si ça vous convient pas. Donc voilà, un petit peu frais. Voilà, et donc on s'est ensuite intéressé aux outils. Donc des outils, il y en a plein. Donc il y a des outils et des plateformes. Après, nous, on va plutôt prendre de la hauteur par rapport à ça. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de faire du GitHub, c'est de l'infra as code. Et ça me rappelle une conférence de l'année dernière, Aurel. Ah ouais, sur l'architecture ICA. Ouais, c'est vrai qu'on a parlé avec Loïc un collègue qui est là. Donc on a parlé de ça, mais on en a parlé pendant 3 heures. Est-ce qu'on aura le temps ? Tu peux faire un résumé en 1 minute ? Ok, donc là, je vais vous faire gagner 2h59. Je vais vous faire le résumé en 1 minute. Ça nous propose quoi ? Ça, en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est déployer notre infrastructure, c'est-à-dire notre cluster, voire nos clusters dans nos régions. Okay. Quand on a fait ça, qu'est-ce qu'on veut ? On veut déployer le socle technique, déployer tout ce qu'on a besoin pour avoir un applicatif qui tourne. Donc, Ingress Controller, les opérateurs, les cert managers, par exemple. Et derrière, en finalité, on va pouvoir déployer nos applicatifs sur ces clusters Kubernetes. Eh bien,
l'infrastructure ICA, ça définit tout ça. Le I, c'est pour infrastructure provisioning. On va utiliser des outils comme Terraform, par exemple, pour faire ça. Le C, c'est le config management. Donc, on va utiliser aussi des outils pour déployer notre socle technique, comme Ansible. Et le A, c'est pour l'application orchestration. On va pouvoir orchestrer tout ça, déployer notre applicatif en mode GitOps avec, par exemple, Argo CD et L. Et donc, comment ça se présente? Ça se présente comme ça. On va avoir 2 repos, essentiellement, un repo infra et un repo applicatif. Et donc, on va pouvoir aller voir tout ça. Donc, si on regarde un petit peu comment ça se passe, notre infrastructure, elle va ressembler à ça. On va avoir un repo infra ici avec notre code Ansible et notre code Terraform. Hein. Donc, voilà, ça c'est cool. On va tout automatiser, bien sûr, hein, dans des pipelines, parce qu'on fait les choses proprement. Donc là, on a notre lab qui est en place. Donc, en plus, ça va nous permettre de présenter un petit peu le lab. Au niveau de notre templating Helm, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des applicatifs, donc la fameuse Color App qu'on va voir tout de suite après. Et cet applicatif, on va voir qu'en fait, on va pouvoir, grâce à Helm, pouvoir drifter nos configurations. Par exemple, un value en Californie où on a mis peut-être une couleur spéciale. Donc tout ça, une fois que le Helm il est fait, qu'est-ce qu'on a? On a Argo CD qui est au milieu de tout ça et qui nous synchronise nos applicatifs. Donc derrière, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller voir un petit peu le Color Californie, par exemple. OK, en Californie, c'est moi Californie du coup. OK, moi c'est moi qui est vert. Et donc si on va voir à Paris, par exemple, on va pouvoir aller voir Paris. Le Color App de Paris, il est bleu. Donc là, on a vraiment ce que tu voulais en fait. Hein. On voit que ici, là, on est EU West 3, c'est Paris. C'est ça que tu voulais. Ouais. OK, parfait alors. On est pas mal. Donc, ce qu'il y a à retenir sur la partie déploiement, c'est que les standards CNCF pour le multicluster, c'est encore de la peinture fraîche. Que dans notre cas, pour le middle scale, tout ce qui est GitOps et infra as code, c'est très bien adapté. En revanche, si vous avez des problématiques d'hyperscaling, des centaines de clusters à déployer, il va falloir se pencher sur des solutions dédiées type Karmada avec un contrôleur multicluster. Donc c'est cool, on a nos différents clusters installés dans les régions. OK. Donc maintenant, comment je route le trafic? C'est vrai qu'on on a réussi à déployer, on a notre infra, comment on va router notre utilisateur au bon endroit finalement? Et ça tombe bien, c'est le chapitre suivant. Donc le challenge nord-sud. Donc comment je vais pouvoir faire, Aurel, pour que mon utilisateur arrive sur l'application? Déjà, il faut se demander comment on publie nos applications sur Kubernetes. En fait, dans Kubernetes, vous avez vos applications qui tournent dans des pods. Et donc ces pods, en fait, en front de tout ça, vous avez ce qu'on appelle un objet qui est un service qui va jouer le rôle de load balancer sur ces applicatifs. Mais ça ne suffit pas pour publier à l'extérieur. Ce que vous allez avoir besoin, c'est d'un ingress. Et cet ingress, il va vous permettre de rentrer dans le cluster Kubernetes. C'est une sorte de reverse proxy. C'est même un reverse proxy, en fait. Mais derrière, ça ne suffit pas non plus. Derrière, il faut quand même que le trafic il arrive, que les paquets arrivent. Et pour ça, on a besoin d'un load balancer qui va load balancer sur notre infrastructure, cette fois-ci, sur nos serveurs Kubernetes, les fameux workers. Ils vont recevoir des requêtes du load balancer. Donc ça, c'est plutôt bien, non? Donc, mais d'après ce que je comprends, du coup, on va avoir 2 entrées là. C'est vrai qu'on a 2 entrées, ouais. Comment est-ce que mon utilisateur, je sais s'il faut que je l'envoie sur Paris ou ou en Californie? Tu as des solutions pour ça? Alors, il y a des solutions, il y en a plusieurs. La première solution, ça serait de se dire, en fait, on utilise le DNS. Il y a des fonctionnalités dans le DNS qui permettent, entre autres, de faire du health check, de mettre du poids pour envoyer des utilisateurs à droite ou à gauche, mais aussi des conditions de latence. Et donc, on va pouvoir faire ça. On va se dire qu'un utilisateur français, quand il requête une même URL, il va pouvoir attaquer Paris. On va lui renvoyer l'IP de Paris. Et de l'autre côté, un utilisateur aux États-Unis va pouvoir requêter le endpoint de Californie. Donc ça, c'est cool, mais bon, c'est du DNS, du coup... il y a du cache. Il y a du cache, ouais. Donc, c'est pas hyper dynamique. Une autre solution, c'est quoi? C'est d'utiliser ce qu'on appelle un GSLB. Ça y est, le mot est lâché. Donc, c'est un Global Server Load Balancer. Et en gros, comme son nom l'indique, c'est un load balancer plus haut niveau, global, qui existe un petit peu dans tous vos réseaux. En mode, ça utilise de l'Enicast, mais ça, c'est beaucoup plus dynamique. Vous avez la même IP et ça vous envoie dynamiquement au bon endroit. Donc, c'est cool, mais c'est un peu plus complexe à mettre en place. Ok, donc si je résume, on va avoir plusieurs solutions. Les principales sont les DNS. On va éventuellement avoir des problèmes de réactivité. Ouais. Et on va avoir le GSLB qui est plus réactif mais plus complexe à mettre en place. C'est exactement ce que je te dis. Bon, ouais, tu sais que moi, ça me dérange pas la complexité. Ah ouais, ok. Donc je pense qu'on va mettre un GSLB. Ouais, merci Nico. Et donc si je refais un schéma, donc je peux donner ça en comité d'archi là? En fait, non, ce schéma,
ce que je t'ai pas dit Nico, c'est qu'il est faux en fait. Il est faux pourquoi? Parce que personne m'a repris ici là, dans la salle, mais en fait on n'utilise plus d'Ingress. Enfin on n'en utilise plus. C'est encore utilisé, mais maintenant il y a une nouvelle approche qui est plutôt la Gateway API. Donc il y a une conf d'ailleurs ce matin là-dessus, il me semble. En fait, là, le futur de Kubernetes, c'est plutôt la Gateway API. Attention, c'est pas l'API Gateway, c'est la Gateway API de Kubernetes. Et donc ça, ce que ça va nous donner en termes de schéma, c'est plus ça. Donc on va définir une gateway et des HTTP routes. Ça, ce qui est trop cool, c'est que maintenant on a découplé en 2 objets notre ingress. Donc on va pouvoir mettre des rôles différents, plus admin pour la gateway et plus applicatif pour le HTTP route. Ça, c'est cool. En plus, en tant que dev à API Gateway, vous connaissiez déjà un petit peu. Mais ce qui est trop bien, c'est que c'est aussi multi-cluster aware. Donc ce qui est cool, c'est que par exemple, si vous allez prendre un GKE, vous allez avoir des gateway classes. Et là, on en a mis 4, et je vous le donne en 1000. Le MC à la fin, ça veut dire quoi? Multi-cluster. Donc vous allez pouvoir avoir des gateways directement multi-cluster. Et ça vous donne quoi au niveau schéma? Quand vous provisionnez ça, il va vous gérer directement ce load balancing entre vos régions en fait. Donc c'est cool. Ouais, c'est cool. Et ça marcherait chez AWS ça? Alors bon, ils ont un peu la même approche, mais les objets ne seraient pas les mêmes. C'est pas la même gateway class, effectivement. D'accord, parce qu'au début, je t'avais demandé un peu d'agnosticité. Ouais, ok. Donc t'auras pas d'autre solution là, je t'ai mis un truc purement Google, là, effectivement. Ouais, en fait, donc du coup, ce que tu veux, Nico, c'est plutôt une gateway qui serait un peu agnostique, qu'on puisse installer un petit peu partout. Alors des gateways, il y en a plein, des gateways. Nous, on va partir sur Istio. Istio, c'est cool, ils ont une bonne maturité là-dessus, ils sont aussi moteurs dans ce concept de gateway API. Et en plus, on verra peut-être qu'ils font beaucoup d'autres choses qui nous intéressent. C'est parti pour une démo. Donc, voyons un petit peu comment ça se passe. En fait, avant, quand je vous ai montré les couleurs, en fait, j'ai attaqué directement le endpoint Californie et Paris. Mais là, je vais attaquer global. Et donc là, on voit que si je rafraîchis, je suis bleu, donc je suis à Paris. Ok, jusque-là, tout le monde suit. Et du coup, moi, j'aimerais bien simuler, en gros, d'aller en Californie. En fait, il faudrait que je sois un utilisateur californien, il faudrait que je prenne l'avion avec mon laptop pour faire ça, non? Comment tu peux faire? Je sais pas, comment on pourrait simuler. Comment tu fais pour aller voir tes séries Netflix, Nico? Ouais, on n'est pas sponsorisé là. Ah non, on n'est pas sponsorisé, mais on va quand même l'utiliser. Parce que ça... Okay. Et oui, on va utiliser NordVPN. Et en plus, avec NordVPN, vous pouvez sécuriser. Non, pas du tout. Vous avez un code de 30% avec Aurelops, donc non, pas du tout non plus. Ok, du coup, on va utiliser ça et je vais t'envoyer à Los Angeles. Mets tes lunettes, Nico, vas-y. Ok, allez, mets tes lunettes. Là, on est parti à Los Angeles. C'est bon, PMU, ils m'ont filé des belles lunettes en plus. Ouais. Regarde, vas-y, je les mets aussi. Et du coup, en fait, on a basculé. Ok, c'est cool. Et du coup, bam, magiquement, en fait, ça fonctionne bien là. Maintenant, je suis en Californie. Je suis passé en vert. J'attaque les serveurs de Californie, US 1. US West 1 plutôt. Ok, c'est cool, ça fonctionne. On peut rentrer. Nickel. Allez, on rentre, Nico, on rentre. Donc, ce qu'il y a à retenir sur la publication Nord-Sud, c'est que pour router les utilisateurs, on a plusieurs solutions, dont le DNS et le GSLB. Avec le DNS, des problèmes de réactivité, GSLB plutôt plus complexe à mettre en place. Que les Ingress Gateway laissent leur place au Gateway API. Et que nous, pour notre exemple, on va utiliser la Gateway Istio et un GSLB. Donc maintenant les utilisateurs sont envoyés sur le bon cluster. Ouais. Mais on a parlé des services de la Casdal ou pas? Ah non, c'est vrai qu'en fait on vous a montré des color apps. Bon, ça vous intéresse pas les color apps, vous, ce que vous voulez c'est les services de la Casdal pour bien manger avec des bons sandwichs. Et en fait nos services, qu'est-ce qu'on a? En fait on en a de plusieurs types. On a des services qu'on va dire scopés dans des régions, c'est-à-dire que en fait le panier, on s'en fiche que ce soit une base de données différente côté Paris ou côté Californie. Le panier, il peut bouger. Par contre, la base utilisateur, en fait, on veut qu'elle soit globale. Donc le service utilisateur, on veut qu'il réponde avec notre base d'utilisateurs. On ne veut pas avoir à recréer des comptes quand on passe de Californie à Paris. Et donc, le service utilisateur, on va considérer qu'il n'existe qu'à Paris. Okay. Et donc la question, c'est quoi, Nico? C'est comment mes applications en Californie pourront accéder à ma user API. C'est exactement ça. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Exactement. Donc ça, c'est le troisième challenge. Ouais, trop bien. Communication Est-Ouest. La communication Est-Ouest. Comment on va faire ça? Eh bien, à l'intérieur d'un cluster, on a l'habitude, on l'a déjà montré, il communique à travers des services. Les services, c'est le load balancer interne. Donc voilà, un order, par exemple, le service order, il communique avec le pod user via le service. Ça, c'est cool. Voilà. Sauf que nous, maintenant, on a un cluster en Californie. Ouais. Comment est-ce que je vais pouvoir faire en sorte que mon application order puisse accéder à mon service user? Ouais, moi j'ai une super solution. Ah, j'en ai une, et en plus il y en a une, elle va me demander tellement pas de taf que je vais te la proposer. Et en gros,
En fait, on a présenté déjà en fait comment on publiait. Donc en fait, on va réutiliser le nord-sud, hein, Nico. Et puis regarde, hein, montre le beau schéma là. Voilà, le pod ici, là, le order. En fait, je vais pouvoir repasser par la gateway. Et puis ça va marcher. Hein, tu vas pouvoir attaquer ton service là, Nico. Ouais, là, ça a l'air pas mal. Mais alors, quand on est sur Paris, on est obligé de ressortir comme ça? Ouais, c'est vrai que parce que je sais que tu factures pas cher, mais. Ouais, bon, en gros, tu me dis, ouais, il y a peut-être un truc mieux à faire. Voilà, pourquoi on est obligé de ressortir, quoi? Bah, c'est vrai qu'on aime bien rester dans le contexte de Kubernetes. Et ben, en fait, ça, ok, on parle de communication interservice. On ne parle pas, en fait, quand on parle de communication, que de connectivité. On va parler aussi de discovery, de sécurité, d'observabilité. Et ça, on va essayer de le rendre abstrait de tout l'applicatif. C'est-à-dire que si Nico il veut sécuriser ses échanges, il ne doit pas le gérer dans l'appli, faire du MTLS. On va lui donner la fonctionnalité dans ce qu'on appelle du service mesh. Le service mesh, ça sert à ça. Et nous, en plus, on doit faire du service mesh, mais en mode multi-cluster. Donc, bon, c'est un peu compliqué. Ok, bon, je vais encore te donner des objectifs. Ouais. Parce que, merci, Nico. Parce que je voudrais que toutes nos applications puissent, celles qui ont besoin, puissent communiquer avec le service user. Ouais. En multi-cluster et en haute dispo. Okay. Et j'aimerais aussi avoir une logique de localité. C'est-à-dire qu'une application à Paris reste sur Paris si elle n'a pas besoin d'aller dans une autre région, quoi. Ok, très clair. Donc comment tu pourrais faire ça, toi? Bah, ce qu'on a fait, on a été voir encore une fois la SIG multi-cluster, en fait, ce qu'elle faisait. Et la SIG multi-cluster, elle travaille sur une API qui s'appelle MCS, Multi-Cluster Service. Et du coup, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils introduisent la notion de cluster set. Un cluster set, ça va nous permettre de réunir plusieurs clusters sur plusieurs régions ou pas d'ailleurs, dans ce qu'on appelle un set. Donc là, en fait, on va avoir un petit peu ce concept-là. Okay, on met un cluster set. Et derrière ce concept, on a aussi ça introduit la notion de sameness. La notion de sameness, c'est quoi? C'est de se dire, dans un cluster set, des namespaces qui sont dans deux clusters différents, en fait, ils ont la même signification. Okay, et ça va être super utile parce qu'au niveau de mon service, je vais aussi avoir la même approche. Alors eux, ils utilisent plutôt un concept de service export, service import. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ça permet en gros d'avoir un service global à notre cluster set. Et donc là, ton pod, il va pouvoir attaquer direct ce service user. Comment on va implémenter ça? On va pouvoir utiliser plein de choses. Il y a plein de manières de faire, suivant vos contextes, suivant vos contraintes. Vous pouvez l'intégrer directement à la CNI, donc au réseau Kubernetes avec Cilium IBPF. Vous allez pouvoir utiliser ce qu'on a présenté juste précédemment avec le cluster set. Vous allez aussi pouvoir utiliser des services cluster mesh, genre Istio, Glue, Kuma, Antrea, ou même carrément des virtual, ce qu'on appelle des app mesh, des virtual application network, plus proches de l'applicatif. Ok, donc moi je vais te redonner des petites contraintes. Ouais, machine à contraintes. Voilà, donc on va avoir des réseaux séparés. Ouais. On veut être potentiellement multi-cloud, multi-CNI et surtout je veux de la sécurité, de l'observabilité de bout en bout. Ok, et avec ce que tu me décris, Nico, moi je partirai là-dessus. Je partirai sur du service cluster mesh et notamment un produit qu'on appelle Istio. Mais ça me dit quelque chose. Ah ça te dit quelque chose, normal, si tu as suivi la conf et que tu as révisé les slides, Nico. Effectivement, Istio, en fait, on l'utilise déjà. Et du coup, Istio, on n'aura pas besoin de réinstaller un truc parce qu'on l'utilise pour les échanges nord-sud. Donc on va partir là-dessus. En plus, il fait tout ce que tu veux, hein, Nico, il utilise le MTLS, etc. Okay. Et comment ça va fonctionner? On va y avoir un contrôleur qui va permettre d'interconnecter deux clusters. Il va piloter un petit reverse proxy Envoy qui va tourner au plus proche de l'applicatif dans le pod, donc en mode sidecar. Et on a besoin aussi d'une gateway pour que les échanges y passent, parce que Nico m'a mis la contrainte d'avoir des réseaux séparés. Donc gateway pour avoir des échanges entre ces deux applicatifs. Ok, donc cool. Si je suis bien, là, on va avoir un proxy Envoy en sidecar sur chaque pod. Ouais, c'est un peu l'idée, ouais. Qui va faire du MTLS. Ouais. Donc au niveau ressources... si tu en as besoin, Nico, tu sais qu'on est RSE à la Casse-Dalle. Ah ok, ouais. Puis bon, après, si je peux éviter de dépenser trop d'argent, ça me aussi, bien. Ouais. T'as pas de solution? Ouais. En fait, il y a d'autres solutions. Une des solutions, c'est de faire ça, mais en mode sidecarless. Et le sidecarless, en gros, la solution, c'est de passer de un proxy à deux proxys. Donc là, vous allez me dire, super, on double le nombre de proxys. Et en fait, c'est un proxy en mode sidecar à deux proxys en mode plutôt daemon set. Donc si vous avez 300 pods qui tournent, vous allez passer sur 6 serveurs, par exemple, vous allez passer de 300 à 12. Donc là, c'est mieux quand même. Donc là, il y a plusieurs approches. Hein. Vous avez Istio Ambient avec une implémentation à base de zTunnel et du Cilium IBPF, encore Cilium, avec une implémentation. Alors par contre, ça, c'est assez récent, donc c'est un peu peinture fraîche. On ne va pas partir là-dessus, on va rester pour l'instant en sidecar. Mais il faut savoir que ça existe et que c'est sûrement le futur. Ok, bon, on peut repartir sur la démo. Ah, petite démo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on va présenter notre service user. Ouais, ah oui.
Ok, on va présenter notre service user. Et notre service user, hein, là je l'attaque. Ok, au niveau global, on est bien. On voit qu'il a un fond bleu. Ok, donc on est à Paris. Le code couleur est super important. Et par contre, on voit qu'il a des requêtes venant d'un autre service. Donc il y a un service qui envoie des requêtes à la fois bleu et vert. Donc ça, c'est exactement ce qu'on veut en fait. C'est exactement ce qu'on veut. On a le service user qui reçoit des requêtes des deux côtés, de Californie, vert, et de Paris, bleu. Et donc là, Nico, par exemple, bah, tu pourrais me couper le service qui envoie des requêtes bleues. Comme ça, au moins, voilà. Donc là, en gros, Nico, ce qu'il a fait, il a coupé le service billing, en gros, qui envoie des requêtes sur l'API user. Et donc là, on n'a plus que des requêtes de Californie qui arrivent à Paris. Donc là, on a vraiment cette connexion nickel. Donc là, en plus, on est résilient. Trop cool. Et donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que le service mesh, c'est une abstraction de toutes les fonctionnalités réseau un peu pour l'applicatif. Et pour l'étendre au multicluster, il va falloir plusieurs choses. Donc, interconnecter les contrôleurs entre les différentes régions. Et on va avoir besoin d'une gateway. Donc, c'est ce qu'on a vu avec Istio. Du coup, bah, on est hyper content. On est super content. On est super content là. Et j'ai un petit rôle. Non, ça va. C'est bon, c'est bon. C'est le sandwich. C'est le sandwich, ouais. Donc là, bah, c'est super quoi. Ouais. On arrive à communiquer entre nos clusters. Ouais. Mais est-ce qu'on est vraiment en haute dispo? Ah bah ouais, c'est vrai qu'on a dit que le user, il était que d'un côté là. Il est qu'à Paris. Ouais. Donc si Paris tombe, qu'est-ce qui nous arrive? Ah bah là, je crois qu'il n'y a plus de service utilisateur. Hein, là, effectivement. Effectivement, il nous manque un level là. Ouais. Et pourquoi? Parce que bah, la base de données, elle est qu'à un seul endroit. Quoi. Ouais, en fait, on n'est pas du tout achat au niveau de notre service utilisateur. Donc ça tombe bien, c'est alors là, c'est plus un challenge, c'est vraiment un problème. C'est un problème. Ouais. C'est plus un problème maintenant. C'est comment on va gérer la data dans tout ça en fait. Et la data, comment on va la gérer? La user API, donc elle a une DB globale et ouais. Si on prend un schéma, on va avoir sur Paris, on a la base de données. Moi, mon rêve, ce serait d'avoir la même chose en Californie. Ouais, une base toujours globale, mais présente des deux côtés. Avec une réplication. Trop cool. Super. Merci voilà, pour les contraintes. Bon. Super. Donc là, on va être obligé de vous faire un petit peu de théorie là-dessus, sur la data. Et dans la théorie, on va être obligé de vous parler du théorème de Cap. Et le théorème de Cap, qu'est-ce qu'il dit? Bah, il dit tout simplement qu'on ne peut pas avoir le C, le A et le P en même temps. Bon, quand je vous ai dit ça, je ne vous ai rien dit. En fait, on ne peut pas être à la fois cohérent, hautement disponible et distribué en même temps. On va devoir choisir entre AP, AC et CP. Voilà. Et donc, comme on est en multi-région, bah, la distribution, le P, il ne va pas être négociable. Ah, ouais. Donc, il va falloir faire un choix entre AP et CP, c'est-à-dire entre une application qui va toujours donner, qui va toujours être disponible, quitte à ne pas avoir la même donnée des deux côtés, ou alors une base de données, une application qui va renvoyer la même donnée tout le temps, quitte à ne pas être disponible. Et donc pour ça, on va un peu revoir tout ce qui est réplication synchrone, asynchrone. Donc pour la réplication asynchrone, ce qui se passe, c'est que quand on a une requête qui part en écriture, on va avoir l'acquittement tout de suite, et la réplication part dans un second temps. Alors que pour une réplication synchrone, on va avoir la requête d'écriture qui va partir, la synchronisation qui va se déclencher, l'acquittement et l'acquittement sur la requête. Et donc en synchrone, ce qui peut se passer en multirégion, c'est que soit on va avoir une latence ou une coupure qui va provoquer une indispo ou une lenteur pour l'utilisateur. Mais du coup, j'ai vu que des mauvais côtés pour le synchrone. Ouais, pourquoi on fait du synchrone du coup ? T'as pas de flèche rouge de l'autre côté. En fait, pourquoi on en fait? Il faut revenir en fait à la base de la contrainte que m'a donnée Nico de distribution. La distribution, en fait, ça sert à quoi? Notamment peut-être à faire de la lecture distribuée sur nos différentes régions. Et donc, il manque un acteur dans ton schéma, Nico. Ce qui manque, c'est l'acteur en fait qui est le petit utilisateur qui est en Californie. Et donc, si on reprend ton schéma, à un moment donné, si tu fais ici là, de l'asynchrone, en fait, tu vas mettre à jour une variable A, et en fait, de l'autre côté, l'utilisateur en Californie, il va avoir A égale 1. Donc ça, c'est non cohérent. Par contre, après la synchronisation, on va être ce qu'on appelle eventually consistante. La cohérence va, en fait, on va être cohérent à un moment donné. Ok. Par contre, si on est en synchrone, ok. Si on reprend le même exemple, ici, en fait, la donnée va être cohérente en même temps, mais par contre avec un problème de disponibilité. Par contre, le temps de la synchronisation. Donc là, on sera consistant. Et là, on sera consistant tout le temps. Ok, et donc ce qui découle de ça, en fait, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Pour tout ce qui est synchrone, asynchrone, ça va dépendre du business et des problématiques utilisateurs.
Ouais. Et donc si on fait un récap sur cette première partie data, le multirégion va imposer un choix entre avoir une même donnée cohérente, quitte à ce que l'application ne soit pas disponible, ou une donnée qui ne serait pas cohérente et avoir de la disponibilité à tout prix. Donc, ce qui reviendrait à faire un choix entre plutôt une base de données type plutôt acide ou plutôt base. Et donc, c'est vraiment les use cases qui vont driver le choix, en fait. Et comment on va implémenter ça, Aurel ? Bah moi j'ai encore une solution, Nico. Je ne sais pas si elle va te plaire, mais en fait on va utiliser les DB Manager as a Service. Ça va être vraiment très simple. En gros, RDS, ils vont déjà vous gérer ça par exemple, et les autres cloud providers aussi. Du coup, on va faire ça, Nico. Ouais. S'il te plaît. S'il te plaît, on va faire ça. On va utiliser les DB Manager. Alors je vais reformuler comment on va implémenter ça dans notre infra. Ah oui, c'est vrai que c'est dans le titre. Du coup, comment on va faire ça dans Kubernetes ? Eh ben, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs approches. Une des approches, c'est de faire de la réplication au niveau du disque, qu'on appelle du mirroring. Ce qui est cool, c'est que c'est assez traditionnel. Et la deuxième approche, c'est plutôt de le gérer au niveau applicatif, c'est-à-dire au niveau de la base de données. Comment ça va se présenter tout ça ? Le mirroring disk, assez simple en fait, vous allez avoir une DB primaire qui va avoir son disque, réplication au niveau disque, et en fait de l'autre côté, vous allez avoir une DB qui est présente. Qui est en stand-by, prête. Donc là, vous pouvez couper un site et faire votre bascule avec du mirroring. Bon, ça, ce qui est cool, c'est que c'est une approche. Il y a plein d'implémentations possibles. Portworx le fait très bien. Il est spécialiste là-dedans au niveau Kubernetes. Vous avez les cloud providers qui vous le gèrent, NetApp par exemple. Mais par contre, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est une approche traditionnelle que les gens connaissent souvent, du mirroring de disque, assez simple. Et en plus, c'est surtout agnostique de la DB. N'importe quel DB, en gros, vous pouvez appliquer ce modèle parce que c'est de la réplication au niveau disque. Le problème, c'est que ça ne profite pas de la puissance justement des moteurs de base de données. Vous ne pourrez pas faire de l'actif-actif, par exemple. Ça va être très compliqué de faire ça. Donc la deuxième solution, c'est celle qu'on va préconiser. Ça va être de faire ça au niveau plutôt applicatif, au niveau de votre base de données. Donc là, la réplication, chaque DB de son côté va consommer son disque, pas d'interaction au niveau disque, mais par contre de l'interaction au niveau du moteur de la base de données. Okay. Et ça, l'avantage, c'est que ça profite de la puissance des bases de données. Donc vous pourrez faire toutes les fonctionnalités que vous offrent les bases de données. Du Redis, ça vous permet de faire de l'actif-actif avec du Redis et autres DB, Mongo, etc. Trop cool. Ok, donc comment on va contrôler tout ça ? Donc, quand on installe une base de données dans un cluster cube, on a l'habitude d'utiliser des opérateurs. L'opérateur, ça va très bien marcher dans un cluster, mais dès qu'on va parler multi-cluster, il va falloir un contrôleur pour guider un peu tout ça. Et toutes les solutions ne proposent pas d'opérateur actuellement pensé multi-cluster. MongoDB le propose en version entreprise. On a un cluster principal qui va contrôler un peu les différents membres cluster. Et si on fait un peu le tour des solutions actuelles, donc Mongo, Redis, et j'ai vu que tu avais rajouté Cassandra, donc je le propose en version entreprise pour Redis et Mongo. Ouais. Et pour les autres, il va falloir implémenter le contrôleur manuellement. Ouais. Du coup, moi j'ai bien une idée, on va utiliser soit Mongo, soit Redis, Nico. Alors j'ai oublié de te dire, c'est qu'à la CASDAL, c'est un peu comme à la CASDEN, on est sponsor de Postgre France. Et du coup, ça dicte nos choix de techno. Exactement. Donc on va plutôt partir sur du Postgre. Ok, du coup allons-y, essayons de faire ça avec du Postgre. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec Postgre ? Vous allez utiliser un opérateur Postgre. Nous on a utilisé celui Patroni de Zalando, qui est assez connu et qui est très ancien. Et du coup on va s'appuyer sur notamment ce qu'on a déjà mis en place sur les échanges Est-Ouest avec Istio. Et puis on va implémenter la bascule à la main parce que c'est pas géré dans le contrôleur Postgre actuellement, dans l'opérateur Postgre. Donc on va faire ça, la réplication, on se base sur Istio, il va pouvoir se répliquer le secondaire sur le primaire, ça c'est cool. Et quand on va perdre un site, en gros on a besoin d'un job de bascule qui va contrôler en fait notre bascule. Et c'est parti, on va faire une petite démo là-dessus. Alors c'est toujours un peu délicat de faire un DRP en live, surtout quand on va de Paris en Californie. Et du coup, qu'est-ce qu'on va voir ? En fait, je vais vous présenter un petit peu le cluster. On a la Californie d'un côté et Paris de l'autre. Donc si on va à Paris, hop, je vais aller à Paris, on va aller voir nos workloads, ici, et on voit qu'on a nos DB. Donc ça, c'est la DB. Hop là, je vais peut-être zoomer un peu. Hop là. Là, on a une DB, Zalando, je vous ai dit, on utilise ça. OK, et c'est un cluster Postgre ici. Okay. On a le 1 et le réplication. On va voir les logs. On va pouvoir aller voir ça. Lui, il est leader with the lock. Bon, c'est ce que je vous ai dit, c'est le leader with the lock, donc c'est vraiment la DB primaire.
Si je vais voir le deuxième ici, hop, lui, il est secondaire et il follow le leader. Donc ça, c'est OK. Ça, on est à Paris, on est dans le site primaire, en fait, notre data center primaire. Si on va en Californie, par contre, qu'est-ce qu'on va voir? Hop, on y est là, hop, on est en Californie. Je vais aller voir mon workload, et mon workload, j'ai aussi une base de données Postgre, qui est notée 2 et 2.1. Et là, si je vais voir les logs ici, par contre, qu'est-ce que je vais voir ici? En gros, là, je suis standby leader. Donc, je ne suis plus leader, je suis standby leader. Mais je suis quand même leader de mon cluster, mais en mode standby au niveau cluster. Donc, voilà, c'est un petit peu ce qui se passe. Hop, on va dézoomer. Et donc, le deuxième, il est secondaire et il follow le standby leader. Si on regarde les logs, hop, ici, il est secondaire, mais il ne follow pas le leader, il follow le standby leader. Donc, il est vraiment cantonné dans sa région. Et c'est parti. Alors nous, comment on a fait la bascule? En fait, on l'a implémenté dans notre CI. Okay, c'est un job. On a fait un job qu'on a implémenté dans notre CI. Et donc, si je vais dans mon infra, je vais aller voir les pipelines. Et ici, j'ai un petit job que j'ai appelé bascule to California. Ça tombe bien. C'est exactement ce qu'on veut faire. Et je vais jouer ce job, tout simplement. Donc là, qu'est-ce que je fais là? En gros, je simule un désastre. Donc je vais tout vider à Paris, la base de données, voilà, donc là le job va se lancer, on va tout vider à Paris et on va tout basculer en Californie. Donc on fait un disaster recovery un petit peu. Hop, je vais revenir dans Paris. Qu'est-ce qui se passe ici? Hop, mon pod. Ok, là on voit que tout est en train de se vider au niveau namespace TakiOne2. Donc ma DB là est en train de se terminer, je suis en train de tout cleaner à ce niveau-là. Ce qu'on peut aller voir, c'est le service de Nico, là, qui est... hop, ça doit être celui-là. Ok, donc là, ils sont en train de se terminer. Donc là, je simule, en gros, je perds un namespace. J'aurais pu aussi perdre le cluster, un petit peu de la même manière. Et on va aller voir ce qui se passe en Californie. Et donc là, on va prier. Hop. Ok, donc déjà, il s'est passé des choses ici. On voit qu'on a un cluster, là, 2.1 qui est running. Et on va aller voir ce qui s'est passé là-dedans. Ok. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, on a des logs de promotion. Hop. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Ok, il est passé leader with the log. Donc là, on a fait une bascule de Paris en Californie. En live, c'était pas gagné, mais ça a marché. Et du coup, on est leader with the log maintenant en Californie. Si je vais regarder maintenant mon service, hop, ici, qu'est-ce qu'on a constaté? Vous vous rappelez du petit service là qui était hop, là, ok. Le petit service qui était avec un fond bleu au niveau global, en fait, il a basculé le service utilisateur. Il est passé vert, donc là, il fonctionne en Californie. Et en plus, qu'est-ce qu'on va voir? En fait, on va voir qu'on a notre donnée d'avant, où on avait mis du bleu et du vert, et maintenant, on n'a plus que de la donnée verte. Donc là, on n'a pas de perte de data. Donc notre disaster recovery, il a fonctionné. On a nos data là, du début de la conf. Là, tu es en UTC, hein, Nico, là, c'est ce que tu nous as fait. Parfait. Et du coup, on a de la data qui continue de fonctionner. Par contre, on est en mode, dégradé. Là. On fonctionne que sur un site en Californie. Mais bon, c'est déjà pas mal. On a fait une bascule Paris to California. Trop cool. Voilà, et donc pour la data, ce qu'il y a à retenir, c'est que pour la réplication, on a vu deux approches. Donc le disk mirroring, qui est un peu l'approche historique de réplication, mais qui n'est pas adaptée au cloud, et une réplication applicative. Et donc pour la réplication, donc pour les bases de données, l'opérateur en question, on va avoir besoin d'un contrôleur pour orchestrer un peu toutes ces bascules. Donc on avait vu que certains le proposaient, mais pas tous. Ouais. Et donc en conclusion, la conclusion, c'est que déjà, il faut poser la bonne question. Est-ce que vous avez besoin de faire ça? Est-ce que vous avez besoin de faire du multi-région? En fait, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut avoir besoin vraiment de cette ceinture de sécurité ou d'un réel besoin, parce que ça rajoute de la complexité. La complexité, c'est aussi du fait que l'écosystème, il bouge beaucoup. Voilà, hein. La SIG multicluster, ça bouge beaucoup. Les concepts de multiclustering bougent beaucoup aussi sur Kubernetes. Et pourquoi ça bouge beaucoup et pourquoi c'est compliqué à gérer? Parce qu'en fait, Kubernetes, il a été conçu de base pour très bien fonctionner dans le cluster univers. C'est-à-dire, sur un cluster Kubernetes, aucun souci. Vous allez mettre un opérateur Postgre, ça va basculer tout seul, etc. Par contre, quand il faut péter cette frontière du cluster en lui-même et être en multicluster, très compliqué à faire évoluer. Donc, c'est compliqué, mais par contre, c'est possible. Hein.
C'est possible, on peut le faire, on peut mettre en place ce genre de système à l'heure actuelle. En plus, oui, et le truc, c'est qu'il y a un vrai intérêt. On voit que la salle est quand même bien pleine ici. Donc, il y a un intérêt là-dessus, sur ces sujets-là. Oui, je rebondis là-dessus. En fait, il y a une vraie demande, un vrai intérêt. Et comme on a vu, donc c'est compliqué à mettre en place. Enfin, même complexe, je dirais. Ouais. Et c'est important de se faire accompagner. Et nous, Aurélien nous a beaucoup aidé là-dedans. Et Takima. Les compliments, et donc, j'en profite maintenant. Voilà. Donc tu as un truc, hop, il y a un petit truc à gagner. Ouais, on fait gagner aussi des cadeaux à Takima, on fait gagner des formations, une formation. Donc là, vous pouvez vous inscrire pour être formé sur ces sujets et d'autres, hein, du GitOps par exemple. Voilà, c'est ça. Trop cool. Parce que Takima fait aussi de la formation. Ouais. Et puis la CASDEN, donc qui recrute actuellement la CASDEN. Et si vous voulez découvrir l'infrastructure qui est derrière, vous avez vu, on fait quand même de l'infrastructure vraiment. On essaye d'être à l'état de l'art et de faire des trucs super intéressants. Donc si vous voulez rejoindre la CASDEN, allez-y. Il y a des super projets, des super infrastructures à faire tous ensemble. Donc allez-y, n'hésitez pas. Voilà, et donc on peut passer aux questions. Merci à tous. Merci. Si vous avez des questions. Mec, le lab ne marchait pas à 15 minutes. Le lab ne marchait pas à 15 minutes. C'est ouf. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Est-ce qu'il y a des questions pour Aurélien? Arrête, putain, t'es con, toi. Bonjour. Bonjour. Quitte à changer d'infrastructure, pourquoi vous ne voulez vraiment pas changer de DB et prendre des choses plus... Ah bah. Plus new? Non, mais là, là, tu dis ça pour la casse-dalle, mais... Oui, non, mais là, c'était pour la conf aussi. Non, forcément, nous là on fait parce que justement aussi, en fait, on voulait aussi montrer que c'est possible. Ça aurait été très simple en fait, simple entre guillemets, hein, de mettre un MongoDB opérateur et de faire ça. Déjà, il y en a qui veulent rester peut-être en SQL. Hein. Il y a des contraintes aussi voilà, tous vos applicatifs. Si vous avez du Postgre ou du Maria, c'est plus compliqué à mettre en place. Donc effectivement, ça c'est aussi un problème d'architecture software derrière, de se dire ok, on va peut-être passer plus sur du Cassandra, du Mongo. Du vitesse aussi, par exemple, si vous voulez rester en SQL. Mais du coup, oui, là, on a... Et c'est aussi pour la démo aussi de se dire, OK, on est capable de le faire, même avec du Postgre. Tu vois, c'est un peu aussi l'idée. Mais oui. Mais je lui ai dit à Nico, viens, on fait du Mongo. Mais non, il voulait pas. Bonjour, tout d'abord, merci pour cette présentation. Une question, quand vous êtes sur deux... ouais, nickel. Vous êtes sur deux zones, comment vous allez gérer les mises à jour? Les mises à jour. Les mises à jour des services, ouais, ou les mises à jour du schéma de base de données? Alors, les mises à jour du service, alors les mises à jour du service, en fait, on est décorrélé. Sur notre infrastructure, par exemple ici, on a Argo CD. Et Argo CD, en fait, on a décorrélé les deux. Donc en fait, tu peux mettre à jour l'un ou l'autre. Effectivement, au niveau de ta base de données, tu la veux globale, mais du coup, tu as la contrainte elle est globale. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que tu le gères comme tu le fais en fait sur une région en fait. Tu vois, quand tu fais une release, tu vas te dire ok, est-ce que tu fais du code first, du flyway, et quels sont les mécanismes de rollback que tu vas pouvoir mettre en place. Donc ça, en fait, que tu fasses du multi-région ou pas, tu as ces contraintes-là quoi qu'il arrive. Donc ouais. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation déjà. Cool. Moi j'ai une petite question, notamment sur tout ce qui est multi-région et multi-cloud provider. Oui. Par exemple, nous on a un cluster sur AWS et donc on a des add-ons qui sont assez spécifiques et qui sont fournis par AWS, notamment pour la gestion des contrôleurs disques ou des choses comme ça. Oui. Dans le cas d'un multi-cluster, multi-région avec multi-cloud provider, comment c'est géré? Parce qu'il peut y avoir des cloud providers qui proposent leur add-on par défaut. Est-ce que vous utilisez des add-ons customisés? Est-ce que vous utilisez des add-ons, on va dire, communautaires qui peuvent être compatibles avec les différents cloud providers? Enfin voilà, c'est un peu toutes ces questions-là que... exactement. Et tu vois, on essaye d'y répondre aussi. Tu vois, c'est pour ça qu'on n'utilise pas les gateway class, par exemple. On essaye d'être le plus agnostique et de se dire, en fait, Istio, il va marcher partout et donc on va le choisir aussi. Donc le but, c'est aussi, actuellement, dans Kubernetes, tu vas pouvoir vraiment avoir un écosystème énorme qui va te permettre d'être agnostique en fait. Tu vois, Istio en est un exemple, Glue en plus c'est un Istio++, mais dans toutes ces problématiques, tu vas avoir des outils qui vont te permettre de te dire ok, est-ce que j'utilise ce service du cloud provider? Parce qu'on aurait pu aussi utiliser RDS, hein, mais du coup, ouais, tu n'es pas multi-cloud provider. Et en fait, sur toutes ces questions,
Je pense que l'écosystème Kubernetes, il peut te proposer à chaque fois des solutions. C'est vraiment le but. Tu vas avoir à chaque fois des outils qui vont essayer d'être le plus agnostique, parce qu'il ne faut pas oublier que Kubernetes, pourquoi il marche si bien, c'est justement parce qu'il est standard et qu'il te permet d'être un peu agnostique de ton cloud. Donc, Et ça risque pas de poser des problèmes, notamment au niveau du support. Si par exemple il y a des soucis sur mon cluster AWS, par exemple, et que j'utilise des plugins qui vont être plus communautaires, que va répondre AWS, par exemple Ça dépend, le support que tu as d'AWS. Si tu prends du EKS, par exemple, lui, en fait, il te fait un service managé, mais il te propose un cluster Kubernetes. Si tu mets un opérateur Postgre, il ne te le supporte pas. Ça, c'est clair. Donc oui, non, ça, la question du support. Après, tu as du support plus sur les outils que tu vas utiliser. Si tu utilises Istio, moi, je te conseille plutôt d'aller utiliser Glue, qui est maintenu par Solo.io, et eux, ils vont te permettre d'avoir du support sur précisément ton service mesh multi-cluster, par exemple. Donc, mais forcément, le service managé, où est la frontière? Si tu prends un EKS chez AWS, il ne va pas te supporter ce que tu fais tourner dedans. Ça, merci. c'est clair. J'ai d'autres questions, mais je vais laisser. Merci. De toute façon, il n'y a plus. Ouais, c'est fini. C'est fini, oui, je crois. Ouais, mais bon. Merci en tout cas. Merci beaucoup.